Dans votre émission Lanterne. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau Madame Marie-Thérèse Aïda-Seck Paye, Madame Paye. Elle est députée des 12e et 13e législatures sous la bannière de la coalition Benno Bokk Yakaar. Elle est également conseillère spéciale auprès du président du Conseil économique, social et environnemental. Elle est également députée au comité interparlementaire de l'UEMOA de 2013 à 2022. Nous avons le plaisir de le recevoir aujourd'hui en tant que responsable politique de l'APR aussi, au niveau de la commune de Patte d'Oie. Bonsoir. Bonsoir Mohamed. Donc je suis très honoré quand même d'être votre invité ce soir. Donc je vous remercie et salue toute la population de Patte d'Oie. En particulier mon ami monsieur le maire Banda Diop. Et je salue aussi les services que vous accompagnent dans ce travail. Merci beaucoup Madame Paye. Alors je l'ai tantôt dit quand je faisais la présentation. Alors vous êtes conseillère spéciale auprès du président du Conseil économique, social et environnemental. Mais avant vous étiez députée dans les 12e et 13e législatures sous la bannière de Benno Bokk Yakaar. Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer les raisons qui vous ont poussé à militer pour le parti APR, mais aussi le choix porté sur le président Macky Sall? Donc, Mohamed, je serais ravi quand même de parler de cet épilogue parce que je suis né quand même dans une famille politique. J'ai grandi dans une famille politique. Donc, en 2008, lorsque le président Macky Sall a eu maille à partir avec le président qui était là, le président Abdoulaye Wade. Alors je l'ai suivi. J'ai suivi tout son parcours, toutes ses réactions, tout ce qui s'en est suivi. Alors j'ai confié à mon mari de lui dire que j'aimerais quand même accompagner le président Macky Sall dans le combat qu'il mène avec le président Wade. Il m'a dit, ah bon, tu vas faire la politique? Je lui ai dit que oui, effectivement. Comme je l'ai vu par rapport à la situation donnée. Pendant ce temps, vous étiez enseignante? Oui, j'étais enseignante ici à l'école Mirador. Absolument. Oui, effectivement. Et de par là que mon mari a contacté le président Mbaye Ndiaye, le ministre d'État Mbaye Ndiaye. Il est venu ici à la maison, on a discuté de long à large de ce qui fait que je veuille accompagner le président Macky Sall. Je lui ai expliqué mes raisons parce que je l'ai vu en tant que leader. Je l'ai vu et estimé en tant que leader qui a pris de la hauteur par rapport à une situation donnée. Absolument. Alors, vous l'avez tantôt dit, c'est des raisons pour lesquelles aujourd'hui le choix porté sur le président Macky Sall a porté ses fruits parce que vous étiez député. Oui, j'ai été députée, mais aussi j'ai été d'abord militante des premières heures de l'APR. Depuis 2008? Depuis 2008. Nous sommes ici allés en élection sous la bannière de Dekalngor en 2008. Nous avons eu 5 conseillers. En 2009, nous avons eu 5 conseillers ici à la mairie. Suite de cela, j'ai été aussi nommé commissaire du parti. Donc, sur ce, j'ai monté des comités un peu partout dans le département de Dakar, dans la région de Dakar. Et ça en est suivi les élections de 2012. Où on a gagné ici largement dans la commune, ce qui a fait que naturellement, les législatives arrivées, j'ai été choisie comme candidate et élue de la commune et l'arrondissement des Parcelles Assainies. Absolument. La commune de Patte d'Oie, arrondissement des Parcelles Assainies. Est-ce que par rapport à votre posture en tant que militante de l'APR, aujourd'hui, au terme du mandat, du second et dernier mandat du président Macky Sall, est-ce que vous avez eu des regrets d'avoir milité dans ce parti? Non, je n'ai pas eu de regrets comme qui dirait, parce que, comme je puis vous l'affirmer, l'APR fait partie de moi. Je fais partie des membres fondateurs de l'APR, donc c'est comme qui dirait que l'APR m'appartient. Donc quand quelque chose vous appartient, c'est impossible que vous ayez des regrets en ce sens. Donc c'est sur ce, comme je fais partie des pionniers de ce parti, je crois que tout ce qui touche de loin ou de près, je dois quand même essayer de le conjurer ou bien d'essayer de faire avec et aussi essayer aussi de rectifier le tir. Mais pour avoir des regrets, non, parce que c'est mon affaire.
Alors, est-ce que vous avez une fois eu cette je vais le dire comme ça, mais cette prétention d'avoir l'ambition d'être une fois maire de la commune de Patte-d'Oie? Est-ce que vous avez eu l'ambition? Est-ce que cela vous a un peu effleuré l'esprit? Oui. Je n'y ai jamais pensé à proprement parler. Parce que tout simplement, lorsque nous étions dans l'opposition, nous étions un petit groupe de gens qui avaient porté ce combat dans la commune. Dieu a fait que quand on est arrivé en 2012, j'ai été choisi comme député. Donc j'ai jugé que naturellement, les autres avec qui j'étais devaient aussi avoir quand même quelque chose. C'est pour cela que je n'ai jamais pensé à être maire. Parce que je me suis dit que j'étais avec des gens qui étaient avec moi et qui n'ont rien eu de ce parti. Donc c'est normal que, comme je suis député, c'est normal que quelqu'un d'eux se postule pour les maires ou bien qu'on soutienne quelqu'un d'entre nous pour qu'il soit maire. Mais parfois, il y a des ambitions qui veulent toujours brandir des échelons. Parfois, vous voulez gravir les échelons. Est-ce qu'une seule fois, cela ne nous a pas vraiment passé par la tête de vouloir être maire de la commune? Non, du tout. Et même sans cette ambition... Par rapport au poids électoral aussi. Même sans cette ambition, j'ai gravi des échelons au niveau de l'Assemblée nationale. Parce qu'arrivé à l'Assemblée nationale en 2012, j'ai été coopté comme député au Parlement, au CPUEMOA. Parlement de l'UEMOA. Absolument. J'ai été d'abord comme membre simple, après comme premier secrétaire parlementaire, après comme chef de délégation. Donc j'ai gravi des... En tant que deuxième vice-présidente? Non, premier président, chef de délégation. Chef de délégation. Voilà. D'accord. Du CIPUEMOA. Donc j'ai gravi des échelons, comme vous dites, même si ce n'est pas au Sénégal, à l'international je l'ai gravi. Même ici au Sénégal, j'ai été assesseur à la Cour de justice durant la 12e législature. J'ai été assesseur aussi à la Haute Cour de justice. Donc, je ne peux pas dire que je n'ai pas gravi des échelons. Absolument. Voilà. Alors, vu votre expérience parlementaire, sûrement vous avez un aperçu par rapport à l'actuelle législature. Non, tu sais, je n'aimerais même pas parler de cette actuelle législature. Vous savez pourquoi? Parce que le débat a été faussé depuis le début. Parce que comment ça? Ceux qui étaient pressentis pour être députés, leur liste a été rejetée. Donc ce sont les suppléants qui sont arrivés. Et des fois, de manière dont nous contactons nos listes, les suppléants, ce sont des gens qu'on prend de toutes parts pour remplir les listes. De ce fait qu'ils n'ont pas l'expérience, ils n'ont pas aussi le statut, je ne dirais pas même la responsabilité de connaître le travail qui député. Donc c'est pour cela que je n'aimerais même pas parler de vraiment. Mais vous parlez de l'opposition? Non, on parle de l'opposition parce qu'ils font partie de l'opposition. Et comme vous voyez, la cohabitation qui est à l'Assemblée nationale, donc de 82 à 83 députés, c'est très serré. Mais là, on ne peut plus parler de cohabitation parce que les députés de Wallu, on a vu leur posture récemment. Non, ça c'est récemment. Depuis pas mal de lois votées. Oui, parce que tu sais, j'aime toujours à dire que l'Assemblée c'est le lieu par excellence où le débat doit être chaud et c'est aussi le lieu de la contradiction. Parce que il y a... Mais est-ce que vous avez accepté cette contradiction? Parce qu'on a vu des députés sortis manu militari de l'Assemblée. Je l'ai dit, l'Assemblée doit être le lieu par excellence où il doit faire chaud, où il doit y avoir des débats d'idées, ou même comme vous le voyez, des coups sont échangés entre les... Mais vous trouvez ça normal, vous? Non, je dis par excellence ça. À part le débat d'idées, donc il doit y avoir aussi des gens qui sont vraiment, comment dirais-je, qui poussent le bouchon très haut jusqu'à en venir aux mains. D'accord. Mais ça, ce n'est pas... Je ne dirais pas que c'est correct et je ne dirais pas que c'est ça qu'il doit y avoir parce qu'on doit pouvoir avoir des contradictions. Mais on doit pouvoir aussi les élaguer en parlant, en communiquant et en nous retrouvant juste pour l'essentiel. Alors justement, par rapport à la loi adoptée puis rejetée par le Conseil constitutionnel sur le report de la présidentielle, on a vu que le président de l'Assemblée nationale ne voulait pas du tout du débat par rapport à cette loi. Ne voulait pas du débat, je ne comprends pas. Oui, parce que les députés voulaient d'abord un débat avant de voter. Mais le président ne voulait pas du débat. Et après, on a vu qu'il y a eu des éléments des forces de l'ordre qui sont rentrés dans l'Assemblée et ont sorti manu militari les opposants pour ensuite adopter la loi.
Non, je pense que vous ne comprenez pas effectivement ce qui s'est passé. Je pense que ce n'est pas que le président ne veuille pas du débat, mais tu sais, l'Assemblée nationale, il y a une loi organique qui fait marcher l'Assemblée nationale. C'est le règlement intérieur. Oui. Donc tout ce qui se passe... Et le débat fait partie du règlement intérieur. Mais bien sûr, tout ce qui se passe à l'Assemblée nationale, que ce soit dans les débats ou ailleurs, est régi par ce règlement intérieur. Oui. Donc il y a des articles comme par exemple, suivant le débat, il y a les questions préalables, il y a les questions préjudicielles. Donc si un débat est posé, les opposants ont le droit de faire appel à des... Appel au règlement. Voilà, appel au règlement sur les questions préjudicielles, questions préalables. Et ça, le président ne peut pas le refuser. D'accord. Donc maintenant, vous avez remarqué que pendant ce débat, pendant toute la journée, les opposants ont usé de leur prérogative par rapport à cette loi organique. Mais à la fin, quand on a voulu... Mais pas ceux de l'opposition quand même. Non, si, c'était quand même ceux de l'opposition. Parce que c'est eux tout le temps qu'ils le font. Oui. Donc, et quand on est venu à vouloir voter la loi, ils se sont levés pour dire qu'il n'y aura pas de vote. C'est là que la police de l'Assemblée nationale est intervenue effectivement pour les faire sortir. Et ça, c'est normal, parce qu'on avait épuisé d'abord le débat. Parce que je pense qu'ils ont mis pratiquement 12 heures ou 13 heures de temps à faire du débat, à débattre dans l'Assemblée nationale. Donc je pense que quand il s'agit maintenant... Mais pourquoi l'urgence de vouloir voter? Pourquoi l'urgence? Ah, ça, je ne sais pas à l'Assemblée nationale. Oui. Et je ne sais pas sur quel motif... sur quel motif on a jugé... Oui, mais vous aviez l'exposé des motifs, vous l'aviez. C'est ce que j'ai dit. Oui. Je ne sais pas sur quel motif on s'est basé pour faire la procédure en urgence. Oui. Comme je ne sais pas à l'Assemblée nationale, je ne pourrais pas vraiment parler de ça. En respectant la forme républicaine. Ah, mais bien sûr. D'accord, pas de souci. Alors, par rapport justement à la législature, quand vous étiez député, est-ce qu'il y a eu des sujets ou des questions qui ont vraiment concerné la commune de Patte d'Oie et que vous avez vraiment pu défendre à l'hémicycle? Oui, donc il s'est agi principalement de deux sujets, dont la restauration de Grand Médine et de l'assainissement de Soprim Essence. Qu'en est-il actuellement? Non, je pense que en ce qui concerne la restauration de Grand Médine, je pense qu'avec les travaux du BRT, les projets du BRT, cela va quand même aller de plus en plus. Je pense que cela va se faire, puisqu'il s'était s'agit à ce moment-là que comment dirais-je, Grand Médine n'appartenait pas à l'État. Le Grand Médine appartenait à un privé. Je pense que l'État a négocié pour que cela revienne au Grand Médinois. Maintenant, je pense qu'avec les travaux de BRT, après cela, la restructuration va s'imposer. Alors, il y a eu pas mal d'échauffourées, il y a eu pas mal de situations compliquées sur la scène politique depuis 2021. Alors vous, en tant que femme politique, militant du parti au pouvoir, est-ce que par moment vous vous êtes dit, écoutez, moi je suis politicienne, mais là j'en peux plus, je ne peux pas continuer parce qu'il y a eu trop de pression de l'opposition, du peuple. Est-ce qu'il vous est arrivé une fois cela de vous dire que voilà, c'est compliqué parce qu'il y a eu de pression populaire? À un moment donné, il y avait même des militants de l'APR et de Benno Bokk Yakaar qui ne voulaient plus fouler les plateaux de télé. Non, tu sais, tout ça, c'est avoir le sens de la responsabilité ou de ne pas l'avoir. La politique, c'est toujours compliqué. Et les coups pleuvent de partout. On ne peut pas s'en défaire. C'est comme ça. Donc, le fait que vous soyez affilié à un parti, cela vous implique davantage. Cela doit vous motiver d'être toujours là quand on a besoin de vous. Et de prendre votre responsabilité par rapport à tout ce qui se passe, que ça soit dans votre commune ou bien ailleurs. Alors, par rapport à votre posture aussi, vous l'avez dit, parfois, cela vous impose d'être devant, d'avoir un aspect de bouclier par rapport aux pancartes et tout. Mais nous avons remarqué que depuis 2 ou 3 ans, on ne sent plus les membres du militant de l'APR sortir et faire des plateaux. On ne vous sent plus comme avant. Comme avant. Donc, moi, je n'ai pas l'habitude. Moi, je n'ai pas l'habitude de faire des plateaux. Vous, personnellement? Oui, personnellement. Oui. Mais nos gens sont là, nos jeunes sont là, nos responsables sont là et ils vont toujours dans l'équipe plateau pour qu'ils défendent les idées ou bien pour défendre la vision du président.
Mais est-ce qu'actuellement, défendre le président serait une chose facile par rapport à tout ce qui s'est passé? Cela dépend de qui le fait. Ah oui? Oui, cela Pourquoi dépend vous le de dites? qui le fait. Parce que vous savez, Mohamed, quand on est affilié à un parti, je dis toujours que on a été choisi, élu comme député. Mais sur la base d'un parti. On est parti d'un parti qui nous a choisi, investi. Les populations ont voté pour nous. Mais une fois le parti arrivé au pouvoir, on ne parle plus du parti, on parle de la patrie. On parle de la patrie, mais il ne reste... Est-ce que vous avez eu ce comportement patriotique? Si, on l'a. Et on ne peut que l'avoir. Parce que nous sommes des Sénégalais et nous travaillons pour notre pays. Donc, ce que je voudrais vous expliquer, c'est que de par le parti qui a eu son programme de gouvernance, on ne peut pas arriver au pouvoir et dénigrer ou bien laisser ce parti au profit d'autres choses. C'est ce que j'essaie de vous expliquer. Donc, parce que quand on est en passe d'être élu président, vous présentez un programme de gouvernance. Absolument. Maintenant, quand vous allez au législatif, vous demandez la majorité et que le peuple vous le donne, vous le concède. Arrivé à l'Assemblée nationale, vous avez besoin que vos élus vous accompagnent pour que vous pouvez dérouler. Et vous pouvez aussi mettre en œuvre les politiques publiques. Donc, on ne peut pas ne pas le faire. Donc, sur ce, on se doit d'être solidaire. Ça ne veut pas dire que nous allons faire tout ce que notre président veut au détriment du peuple. Non, parce que nous croyons en notre président, nous croyons en sa vision de faire le bien pour le Sénégal. Mais prenons l'exemple du Parlement. Parfois, on dit qu'il y a une majorité, entre guillemets, mécanique. Non, ça c'est le dire des opposants. Parce qu'ils sont dans le rôle d'opposants, nous sommes dans notre rôle de ceux qui ont la majorité. Oui, parce que quand il y a eu des projets de loi qui sont arrivés, et parfois on voit que les députés de la majorité n'essaient même pas de vérifier ou de lire les exposés, mais ils votent justement par rapport aux vœux du président de la République. Non, ça ne se passe pas comme ça, Mohamed. Tu sais, avant d'arriver à la plénière, il y a d'abord les commissions techniques. Maintenant, les commissions techniques de l'Assemblée, c'est là où le débat se fait, c'est là où les amendements se font. D'accord. Maintenant, la plénière, c'est uniquement pour adopter le projet de loi ou bien le projet de décret qui est venu à l'Assemblée. Donc maintenant, le travail en amont, c'est les commissions techniques. D'accord. Ah, voilà. Est-ce que vous aviez eu à concocter pas mal d'éléments par rapport à vos deux législatures pour ensuite décrier ou montrer que vous n'êtes pas d'accord sur un projet de loi? Non, ce n'est pas à proprement parler qu'on n'est pas d'accord, mais c'est des amendements qu'on fait sur le texte. Oui. Il y a pas mal de textes qui viennent à l'Assemblée, en commission technique, on fait des amendements. Ah oui? Oui, il y en a pas mal. Je ne peux pas quand même les citer parce que je ne les ai pas tous en tête. D'accord. Mais il y a pas mal de textes qui sont passés et qu'on a fait des amendements. D'accord. Oui. Alors, par rapport à votre militantisme politique, je l'ai tantôt dit, vous avez de bonnes relations avec le maire sortant, Banda Diop. Mais nous avons constaté au niveau de la Patte d'Oie qu'il y a une certaine division de la coalition Benno Bokk Yakaar. Et vous, qu'en dites-vous? Non, rien, je te l'ai dit tout à l'heure, Mohamed. Donc, je te dis que cette division n'est due cette division n'est due qu'à des crises de leadership et de positionnement. C'est tout simplement cela. D'accord. Voilà. Ce n'est ni, comment dirais-je, ancré en nous. Nous ne sommes pas des ennemis, nous sommes des adversaires politiques. Et nous sommes dans le landerneau politique. Donc c'est normal que des fois, qu'on se crêpe le chignon. Mais que pensez-vous d'une probable réconciliation entre ces leaders? Parce que vous avez peut-être cette réputation d'une femme qui a ses portes ouvertes à tous. Oui, je pense que rien n'est impossible. Tant qu'on vit, on peut toujours faire des actes, poser des actes pour aller vers quelque chose de meilleur que de ce que l'on est. Donc je pense qu'une réconciliation doit être, c'est un impératif même dans le contexte où nous nous trouvons. Je pense qu'on doit s'oublier, chacun de nous doit s'oublier et essayer de se réunir et aller vers l'essentiel. Alors en parlant du contexte, on parle de la présidentielle. Le président, après avoir abrogé le décret convoquant le collège électoral, ensuite annulé par le Conseil constitutionnel, il a appelé au dialogue pour fixer une date. Alors, on a vu un large mouvement
de contestation de l'opposition, de la société civile, pour que les élections puissent se tenir dans les meilleurs délais, comme l'a si bien dit le Conseil constitutionnel. Alors vous, en tant que militant, certes, mais aussi en tant que citoyen, que pensez-vous de cela? Non, à proprement parler, je pense que la décision que le président de la République a prise, il l'a fait pour pacifier l'atmosphère politique. Aussi pour quand même essayer de régler les problèmes issus du processus électoral. Parce que je pense que, c'est ma conviction, je pense qu'à lui seul, il n'aurait jamais pensé à reporter ces élections. Je pense que tout ce qui s'en est suivi avec l'accusation contre les juges constitutionnels, l'accusation contre notre candidat de Benno Bokk Yakaar, comment dirais-je, le candidat de Liberté et Démocratie, Karim Wade, qu'on a évincé pour dire qu'il y avait la binationalité, toutes ces choses ont fait, et aussi les récriminations des spoliés ou bien recalés, tout cela a fait que... Tout cela a fait que le président a dû penser que vraiment, pour pacifier l'atmosphère, il va falloir qu'on essaie comment dirais-je, qu'on essaie de voir, qu'on essaie qu'on essaie de trouver, qu'on essaie de solutionner les problèmes qui sont... Mais est-ce une raison pour reporter une présidentielle? Une présidentielle, c'est du sérieux, Madame Paye. Non, tu sais, Mohamed, oui. C'est lui le président de la République. Oui. Et il a tous les éléments. Oui. S'il décide que c'est nécessaire, ça doit être nécessaire. Moi, c'est comme ça que je le vois. Mais par rapport au respect de la Constitution, non. Il y a un calendrier républicain à respecter. On ne peut pas respecter quelque chose en allant vers comment dirais-je, en laissant ce qui est supposé laisser le pays à feu et à sang. Mais qu'est-ce qui pouvait laisser le pays en feu? Mais Madame Paye, vous parlez de quel feu? Mais il n'y a pas eu de crise. Ah non, attendez. Si, il y a eu une crise préélectorale. Comment ça? Mais la crise a commencé depuis mars 2021. Vous-même le savez très bien. Cette crise a commencé... Mais ça n'a aucun rapport avec la présidentielle. Non. Les différents candidats ont eu des parrainages. Ce sont des faits qui se ont succèdent. Été homologués par le Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel a fait appel au collège électoral. Maintenant, il ne devait plus faire que de tenir les élections. Mais les élections ont été repoussées à quelques heures du début de la campagne par le président de la République. Mais Mohamed, oui. Je voudrais quand même vous affirmer que le Conseil constitutionnel n'a pas fait son travail correctement. Ah oui? Ah oui. Ça, aujourd'hui, c'est vous qui le dites. Vous le savez aussi bien que moi. Le fait que le candidat Karim soit évincé et d'autres qui étaient dans la même situation que lui soient passés, mais ça, c'est un problème. Mais le cas Karim ne peut pas être un prétexte ou un échappatoire par rapport au report. Laissez-moi terminer. Il y a aussi le cas des recalés à qui on n'a pas ouvert les fichiers du parrainage. Les clés n'ont pas été ouvertes du tout. Ça, ce n'était pas sérieux. Ça aussi, ça fait partie des problèmes, je pense, qui ont motivé cette abrogation du décret convoquant le corps électoral. Parce que quand même, on ne peut pas faire deux pierres deux coups. Tu ne peux pas recaler, le Conseil constitutionnel ne peut pas recaler Karim et laisser d'autres candidats dans la même situation que lui passer. Ça, c'est un problème. Mais c'est le président qui fait le choix de ces stages, on les appelle comme ça, mais c'est des magistrats. Et on a dit... Assermentés. Oui. Alors, on a dit que les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d'aucune voie de recours. Alors, pourquoi on doit parler des recalés, et plus particulièrement de M. Karim Wade? Pas de recours, donc les décisions ne doivent pas être voie de recours. Oui. Mais quand même, je te le dis, si on doit y aller pour avoir des crises post-électorales, moi je préfère qu'on reporte les élections pour régler ces situations. Mais en 2019, il y avait des recalés aussi. Ah, mais ce n'était pas dans la même situation. À ce moment-là, il n'y avait ni le gaz, ni le pétrole ici au Sénégal. Ah oui, donc vous pensez qu'il y a des aspects géopolitiques qui contournent la présidentielle? Mais bien sûr, fondamentalement. Mais quand même, il faut laisser les Sénégalais choisir le président. Non, on ne peut pas les empêcher de choisir le président Mohamed. Ah, mais c'est ce qui est fait actuellement. Non, du tout. Le président a abrogé le décret convoquant le corps électoral pour résoudre les problèmes qui sont actuellement, qui sont là. Et le Conseil constitutionnel a dit que... Et qui risque d'aller jusqu'à une crise post-électorale. Mais le Constitutionnel a dit que cette abrogation est contraire à la Constitution. Je suis d'accord. Et la forme républicaine? Non, et le président a dit qu'il prenait acte. Oui.
Et de ce pas, il a convoqué le dialogue pour dire qu'on doit dialoguer avec tous les acteurs et les forces vives de la nation pour trouver un consensus. Mais un dialogue où la majeure partie des candidats n'étaient pas présents. Ah, mais on les a convoqués. On les a convoqués. Oui. On les a convoqués. Et même, je suis même étonné que les recalés n'ont pas... certains recalés n'aient pas pu être présents au dialogue parce que le président les a reçus et les a entendus. Et je pense que tout ce qui s'en est suivi, va de, comment dirais-je, tout ce qui s'en est suivi vient de là, vient de leur récrimination. Moi-même, j'ai des vidéos où Mimi Touré parlait quand même de revoir le processus. L'autre là... oui, mais après, elle a cédé. Non, elle n'a pas cédé. Après, elle a cédé et elle a rejoint la coalition Diomaye Président. Non, tu sais, ici, nous sommes au Sénégal. Nous sommes au Sénégal. Et je pense que ici aussi, nous sommes à l'ère des antivaleurs. Parce que quand même, vous voyez toujours les gens vous dire une chose et puis revenir faire le contraire. Ça, maintenant, c'est comme acheter du pain à la boutique. Je te dis, Mohamed, je suis là, je suis ton ami, je ris avec toi, je te tapote. Mais dès que tu as le dos tourné, mais je dis du mal de toi. Je te médis. Ça, ce sont les attitudes maintenant que les Sénégalais ont adoptées. C'est la politique politicienne. C'est la politique politicienne, effectivement. Effectivement. Alors, justement, parce que tout simplement, il y a eu le boycott des opposants, et plus particulièrement la majeure partie des candidats retenus par la liste définitive du Conseil constitutionnel, mais aussi de certains recalés. Alors, vous ne pensez pas que ce boycott est assez bruissant, que ce boycott parle? Ce n'est rien que l'expression d'une... Je ne pouvais pas dire... D'une expression de nihilisme, je ne sais pas. Je ne veux pas dire le mot cru. Oui. Parce que je suis devant une télé. Oui. Donc, je sais l'expression même, comment dirais-je, c'est pas du nihilisme, mais c'est l'expression d'une... Mais parfois, est-ce que vous ne vous dites pas que vous, en tant que militante du parti au pouvoir, parfois, il y a ces décisions que le président prend, et que vous n'êtes pas d'accord là-dessus, et parfois, vous assumez que vous n'êtes pas d'accord? Non, si je l'assume, ce sera devant mon président, mais je ne vais pas le dire devant les médias. D'accord. Oui. Donc vous êtes d'accord sur le report? Sur le report? Oui. Mais bien sûr, si c'est pour la paix et la stabilité de notre pays, je suis d'accord. Quelles sont vos ambitions après la présidentielle? Parce que là, on voit une fin de régime. Non, je n'ai actuellement aucune ambition comme qui dirait. Mais je suis là en tant que patriote, en tant que Sénégalaise, et qui tend à travailler pour son pays. Vous allez continuer à militer pour le parti Alliance pour la République? Alliance pour la République et dans la coalition Benno Bokk Yaakaar. Vous allez continuer ça? Inch'Allah. D'accord. Alors, nous avons parlé justement de la municipalité, de la commune de Patte d'Oie. Alors, en 2022, nous avons élu un nouveau maire. Donc, au nom de Mme Maïmouna Dièye. Entre-temps, il y a eu un bilan en mi-parcours. Alors, qu'en pensez-vous? Non, d'abord, je la salue. Je salue ma sœur, Mme la maire Maïmouna Dièye. Donc, pour vous dire que les chemins de Dieu sont impénétrables. Dans la mesure où, en politique ici, en 2022, lorsque nous allons en campagne, je pense que c'est la division au sein de la coalition Benno Bokk Yaakaar qui a fait que Madame la maire, ma sœur, est devenue maire. Ah oui? Oui, c'est la division parce qu'elle a pris la mairie à 26%. Donc à 26%, je pense que si on regarde les résultats de Youssoupha Niang, si on regarde les résultats de Benno Bokk Yaakaar, nous qui sommes 4e, et le résultat des Verts, avec Commando Fensel, qui étaient nos alliés de tout temps. Oui. Donc si on comptabilise tous ces points, tous ces voix, je pense que nous avons 3000 voix de différence avec le parti de Pastef. Donc si nous étions allés ensemble, je pense que c'est la coalition Benno Bokk Yaakaar qui aurait pris la mairie. Alors selon vous, qu'est-ce qui a pu
monter cette division au sein de la commune de Patte d'Oie? Parce que nous avons remarqué que le maire sortant, Banda Diop, était élu en 2014 sous la bannière de Taxawu Dakar. Alors en 2022, alors il est ensuite il s'est présenté sous la bannière de la coalition Benno Bokk Yakaar. Est-ce qu'il n'y a pas eu de jalousie dans la coalition? Non, en politique, je t'ai parlé des crises de leadership et de positionnement. Oui. C'est tout ce qui fait la division au sein de l'APR et de la coalition Benno Bokk Yakaar. C'est ce qui a impacté sur la coalition Benno Bokk Yakaar. C'est ça. Mais qu'est-ce que vous avez fait, vous, en tant que leader de la commune, pour apaiser cette situation et essayer de trouver cette réconciliation au sein de la coalition Benno Bokk Yakaar? Non, on ne pouvait rien faire parce que cette division-là, comment dirais-je, n'est pas née ici de la commune, dans la commune de la Patte d'Oie. C'est en amont. Ah oui? C'est en amont au niveau des leaders de notre coalition. C'est là d'où vient la division au sein de la base. Parce que parmi ces leaders, ils ont chacun un élément qu'ils ont à la base et qu'ils aimeraient que celui-ci passe. C'est ce qui exacerbe cette division au niveau de la base. Mais la division n'est pas née de la base, mais c'est venu d'en haut. Mais par rapport aux résultats des dernières locales, vous ne pensez pas que après cette division même, quand on parle de division, quand il y a eu des listes parallèles, je veux citer M. Youssouf Fognan, qui est devenu, qui était deuxième des locales. Alors, est-ce que cela ne vous semble pas assez curieux qu'un maire sortant, une autre liste parallèle puisse devancer? Oui, parce qu'il y a une particularité ici à la commune de la Patte d'Oie. Vous tous connaissez le quartier de Grand Médine. Ils sont solidaires entre eux. Ce qui n'est pas l'apanage de Patte d'Oie Buldeuse ni de la cité Sotrim. Donc eux, ils vivent en famille, ils vivent solidairement. Peut-être qu'ils peuvent se chamailler entre eux, mais personne au dehors ne peut les pénétrer. Ça, c'est un fait. Donc, et vous savez que Grand Médine presque est plus peuplé. Il n'est pas plus peuplé que Patte d'Oie Buldeuse, mais c'est un quartier qui est très peuplé et les gens sont solidaires entre eux. Donc, quand un de leurs veut quelque chose, ils s'y mettent tous pour le lui donner. Vous le savez, vous êtes des gens qui habitent la commune, vous connaissez cette particularité de qui Grand Médine, et c'est quelque chose qu'on peut s'allier. Parce que quand on vit quelque part et qu'on est avec sa famille ou bien avec ses amis, l'on se doit d'être solidaire pour pouvoir avoir quelque chose. Et malheureusement, le côté de Patte d'Oie Buldeuse, de Soprim Extension, nous n'avons pas cette culture de Grand Médine. Ce qui fait que, comment dirais-je, Youssouf Fognan est sorti deuxième de cette commune. Tout l'électorat qu'il a capitalisé pour son score, durant ce scrutin, c'est particulièrement à Grand Médine. Si vous voyez les voix qu'il a dans la commune. Alors, par rapport au président Macky Sall, il a beaucoup fait en infrastructure, mais certains pensent, de la société civile justement, pensent que son bilan immatériel a fait tourner beaucoup de choses de ces infrastructures. Qu'en pensez-vous? Tu sais, moi, je ne ferai pas de la société civile une qui est référence. Ah oui? Pourquoi vous le dites? Parce que nous avons une société civile partisane. Moi, c'est ma conviction personnelle. Je juge que notre société civile est partisane. Mais pourquoi vous le dites? Pourquoi vous le dites? Ouais, au lieu d'être là pour le peuple, oui, il est là pour lui-même. Non. Il est là, non. Pourquoi vous le dites? Je dis que c'est ma conviction personnelle. Oui. Donc, il est là. Moi, je considère qu'il est là pour lui. Parce que vous voyez... Mais une société civile est impartiale. La société civile devait être impartiale. Oui. Mais la société civile n'est pas... La société civile du Sénégal n'est pas impartiale. Mais pourquoi vous le dites? Ouais, mais si la vérité n'est pas du camp du président, mais il faut dénoncer qu'il y a des choses qui ne se passent pas bien. Non, ce n'est pas que la vérité soit du camp de quelqu'un d'autre, du président ou bien d'autre. Ce qui doit importer à la société civile, c'est l'intérêt national, l'intérêt du peuple sénégalais, l'intérêt général. Vous pensez que ce n'est pas l'intérêt de la société civile actuellement? Non. Vous le pensez? Je ne le vois pas comme ça. Parce que si c'était vraiment ça, si c'était vraiment cela, quand le président avait convoqué le dialogue une première fois, la société civile devait être là. Même pour cette deuxième fois, la société civile devait être présente. Mais quand elle juge... S'il est vrai que... Quand elle juge que le dialogue n'a pas sa place... Non, même s'il juge... Est-ce qu'elle est obligée d'y être? Il est obligé d'y être si vraiment c'est l'intérêt du Sénégal qui l'importe. Vous voyez.
il n'a qu'à les écouter et dire ce qu'il pense. Mais ça va être tenu, ça va être tenu en compte. Alors, nous avons vu M. Alioune Tine d'Africa Jom Center qu'il a eu à faire une médiation entre le président Ousmane Sonko et le président Macky Sall. Vous, qu'en pensez-vous? Non, je n'en pense rien, surtout que je l'ai entendu en amont appeler au dialogue depuis qu'on a constaté qu'il y avait des problèmes dans le processus. À plusieurs fois, je l'ai entendu appeler au dialogue. Ah oui? Ah oui, arrête, je l'ai entendu appeler au dialogue. Maintenant, s'il se retrouve en train de faire une médiation entre le président et comment vous dire, Ousmane Sonko, bon, je dis tant mieux si cela peut amener la paix dans ce Sénégal. Mais vous pensez qu'il y a une certaine médiation entre le président Ousmane Sonko et le président Macky Sall? Parce qu'on a vu des militants de l'APR et in extenso de Benno Bokk Yakaar dénigrer justement cet aspect-là. Non, à chacun, bon, je ne peux pas parler pour tout le monde, je ne peux parler que pour moi. Oui. Donc, à chacun l'interprétation qu'il fait d'une situation. Moi, je dis qu'on se doit de faire des sacrifices pour pacifier cette atmosphère. On se doit de faire des sacrifices pour amener la stabilité et la cohésion nationale, pour le ramener ici au Sénégal. Donc, comment dirais-je, si cela veut dire que le président doit discuter ou bien se concerter ou bien quand même dialoguer avec Ousmane Sonko, parce qu'ils sont tous deux des Sénégalais et que le Sénégal va au-delà de nos personnes. Donc les hommes passent et les institutions demeurent et le Sénégal va demeurer bien après nous. Donc pour l'instant, où on est, donc avec tout ce qui s'ensuit, des tractations, comment vous dirais-je, géopolitiques comme vous l'avez dit, et tout ce qui est là, je pense qu'il est nécessaire que nos leaders essaient de se retrouver, essaient quand même d'échanger pour que le pays soit en paix. Alors, échanger, c'est vrai, c'est bien, dialoguer, c'est bien, mais par rapport à tout ce qui s'est passé depuis 2021, il y a eu pas mal de manifestations, on a noté des morts, des blessés, des mutilés. Alors, entre-temps, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi le président, d'un seul coup, veut décrisper l'atmosphère, ensuite avoir une proposition ou un projet de loi d'amnistie? Oui, parce que je pourrais dire même que c'est une demande sociale. Ah oui? Oui, je pourrais... mais ce projet est très dénigré. Non, attends, je viens. Oui. Je pourrais dire, oui. Je pourrais dire que c'est une demande sociale parce qu'une grande partie de la population et même de l'extérieur à l'international ont demandé au président Macky Sall de libérer les détenus politiques, en particulier le détenu Sonko et Diomaye. Si vous voyez, la CEDEAO l'a fait, l'Angleterre l'a fait, les États-Unis l'ont fait. Absolument. Et une partie aussi de la population croit à ça. Donc je pense qu'au regard de toutes ces choses, et lui aussi, le président aussi, il sait aussi qu'il doit quitter le deuil. Il pense pouvoir pacifier l'atmosphère, pour accéder à cette demande pour pacifier l'atmosphère, pour que quand même, qu'il puisse partir et laisser ce Sénégal en paix. Mais cette pacification a toujours été demandée, mais depuis 2021. Voilà. Et pourquoi attendre en 2024, à la fin de son mandat, pour décrisper l'atmosphère? Chaque chose attend son heure. Peut-être que à cette fin-là, le président n'avait pas quand même pensé que le contexte politique serait ce qu'il est maintenant. Peut-être qu'il n'avait pas pensé à ça, mais moi, je suis bien aise qu'il ait pris la décision quand même de pacifier l'atmosphère, cette atmosphère, même s'il lui coûte quand même de dialoguer ou bien de parler avec les gens avec qui il avait des problèmes avant, pour quand même essayer de laisser le Sénégal dans un contexte politique vraiment qui amènerait la stabilité et la paix. Mais est-ce que cette loi d'amnistie peut porter justement ou apporter de la justice au Sénégal après tout ce qui s'est passé? Et peut-être que du côté de la justice, bon, c'est un peu biaisé parce que si vous voyez que il y a des gens qui ont eu à perdre la vie. Hein? Des gens ont perdu la vie. Des gens ont perdu la vie, des gens à qui on a saccagé les commerces. Il y a Absolument. beaucoup de choses qui sont passées. Oui. Donc je pense que de ce point de vue, comme la justice, de ce point de vue, qu'on devrait quand même essayer quand même de voir effectivement ce qu'il en est, quand même pousser l'enquête jusqu'à savoir quand même situer les responsabilités pour essayer quand même de trancher. Mais je pense que c'est votre point de vue. Ce qui motive le président, je pense surtout, c'est avant qu'il ne parte, essayer quand même de régler tous les problèmes qui étaient là, les problèmes politiques qui étaient là,
de régler les problèmes qui étaient là avant qu'ils ne partent. Mais est-ce que régler les problèmes politiques peut prendre le dessus sur la justice, justement? Parce que les populations, parfois, ont soif de justice au Sénégal. Bien sûr, tout le monde doit avoir soif de justice parce que c'est le droit de chacun. Donc, je puisse dire que c'est lui-même, en tant que président, qui a tous les renseignements, toutes les informations, quand même. Il a la teneur des informations. S'il prend la décision d'admissier les faits qu'on reprochait à certains détenus, je pense que moi, je n'ai rien à dire de cela parce que je n'ai pas les informations qu'il a. Mais du côté de la justice, par rapport aux impactés, je dirais qu'il doit y avoir quand même des dédommagements ou bien qu'il y avoir un suivi de leur quand même, situation difficile. C'était un plaisir, Madame Paye. Quel est votre dernier mot? Mon dernier mot, c'est que je soutiens le président Macky Sall sur ce qu'il est en train de faire pour essayer de pacifier l'atmosphère politique, pour essayer aussi d'amener la stabilité et la cohésion nationale dans notre pays. Parce que tout ce qu'on puisse dire, je sais que c'est quelqu'un qui aime beaucoup le Sénégal, c'est un patriote et qui a beaucoup fait pour ce Sénégal. Et je pense que ce qui est en train de se passer n'honore personne. Et ça fait mal de le voir partir comme ça, avec tout ce qui se passe. Mais je dis qu'il n'a qu'à faire ce qu'il doit faire et le reste qu'il le laisse dans les mains de Dieu. Parce qu'on est des humains et qu'on ne fait que proposer et c'est que Dieu qui dispose. En tout cas, je propose et je prie pour la paix et la stabilité au Sénégal. Et je pense que tout ce qu'il est en train de faire, je prie vraiment que cela impacte dans le bon sens et qu'on soit en paix. Merci beaucoup. C'était Madame Marie-Thérèse Aïda Seck Paye, Madame Paye. Alors, merci beaucoup à vous et merci à l'équipe technique, plus particulièrement Monsieur Ousmane Boup. À la prochaine. Merci beaucoup.